Notre capacité d'attention a chuté de 70% en l'espace de 20 ans. Et pourtant, c'est pas nécessairement à cause de l'IA, mais bien comment tu l'utilises. Plus tu utilises une forme d'intelligence artificielle, plus ton cerveau devient passif et plus il est passif, moins il sait faire seul. Est-ce que tu as remarqué que tu as de plus en plus de difficulté à lire un livre, à accomplir une simple tâche ou encore juste retenir une information que tu viens d'apprendre? Ça, c'est un effet qui est documenté. Entre 2004 et 2026, notre capacité d'attention a chuté de 2 minutes 30 à 47 secondes. Et ça fait en sorte que, par exemple, si jamais tu vas commencer un vidéo qui te semble très intéressant, par exemple celui-ci, en dedans de 47 secondes, tu vas aller chercher à faire autre chose parce que ton attention n'est plus assez captivée par ce qui se passe devant toi. Et ça, c'est pas de ta faute, c'est que notre société exploite cette faille cognitive à 100%. Tout le monde parle des avancées de l'IA, mais très peu de qu'est-ce qui se dégrade. Donc, ta pensée critique, ta créativité, ou simplement le fait de garder un effort cognitif sur une tâche demandante. Celles qui vont garder le cap sont celles qui vont non seulement développer ces capacités et les garder, mais aussi remettre en question qu'est-ce qui leur est présenté et pas simplement accepter. Et ça va être exactement ce que tu peux faire à la fin de cet épisode. On voit déjà la tendance qui s'installe. Il y a énormément de rôles qui sont remplacés par l'intelligence artificielle et l'écart dans le marché du travail va être distingué par qui est-ce qui sont capables de maintenir une pensée critique et créative de celles qui vont simplement exécuter ce que la machine leur dit de faire. Si tu veux garder ton avantage concurrentiel, développer ta pensée originale et supporter l'inconfort cognitif est absolument essentiel. Tu te demandes peut-être comment faire et c'est là que l'inconfort cognitif rentre en jeu. Si jamais ça te semble difficile de te mettre à une tâche ou bien de te concentrer, c'est pas que t'es pas faite pour ça, c'est juste que ton cerveau a été désoptimisé pour le faire. Puis l'inconfort cognitif, c'est pas un signe que ça fonctionne pas. C'est pas parce que tu as de la difficulté à faire quelque chose ou bien que tu trouves ça difficile que c'est pas fait pour toi. C'est spécifiquement le signe que ça fonctionne. En attendant, laisse-moi t'expliquer pourquoi c'est si difficile pour nous de l'exercer, parce qu'il y a 3 mécanismes clés à comprendre. Ton cerveau encode l'information différemment selon si elle est produite ou reçue. Lorsque tu génères une certaine information, ça fait en sorte que ça laisse une trace beaucoup plus profonde que si tu faisais juste lire passivement. L'action de faire crée littéralement des connexions plus fortes entre tes neurones. C'est pas que tu as perdu ta capacité de penser, c'est juste que tu l'as désentraînée et c'est pour ça que tu as autant de difficultés à te concentrer aujourd'hui. Pour prouver mon point, il y a des études qui ont été faites par Slameka et Graf, qui sont des psychologues cognitifs, pour justement observer comment est-ce que les humains apprennent mieux. Ils ont donné 2 listes de mots à des participants. La première liste était des mots complets et la deuxième était des mots à compléter. Laquelle est-ce que tu penses que les participants ont le mieux retenu? La liste des mots à compléter parce qu'ils devaient activement prendre part au processus pour leur permettre de compléter les mots. Ça fait en sorte que juste lire, c'est pas assez pour que ton cerveau vienne vraiment comprendre un concept. Il faut que tu puisses le mettre en action ou bien prendre une participation active. L'information reste la même, mais pourtant l'encodage est différent. Donc ça, c'est la même chose que lorsque, admettons, tu vas demander à l'IA de te générer un certain rapport d'un sujet qui t'intéresse ou bien que tu lui demandes de t'expliquer un certain concept ou etc., ça va te donner la réponse. Et oui, sur le moment, tu vas avoir l'impression que tu comprends le concept, que tu t'en rappelles, parce que sur le court terme, peut-être qu'effectivement, tu vas pouvoir te rappeler des informations qu'on t'a données, mais lorsque ton cerveau va absorber une autre quantité énorme d'informations, tu vas avoir beaucoup plus de difficultés à t'en rappeler. À l'inverse, si jamais tu prends activement part au processus, donc que tu vas prendre l'information, que tu la réécris toi-même, que tu te donnes pour but de faire un projet qui va venir faire en sorte que tu vas l'utiliser, là, ta capacité d'apprentissage va être beaucoup meilleure, mais encore là, ça demande un effort cognitif beaucoup plus intense que juste lire un certain sujet. Dans le fond, ce qui se passe, c'est que lorsque l'intelligence artificielle te donne une réponse, ton cerveau la lit, mais tu as l'impression de comprendre et que tu vas t'en rappeler, mais réalistiquement, c'est que l'information est trop facile d'accès et donc ton cerveau comprend que si jamais t'en as encore besoin, t'as pas cette friction cognitive qui vient avec le fait de devoir chercher une réponse. Tu vas pouvoir la chercher et tu vas y avoir directement accès. Donc ton cerveau se demande pourquoi perdre en énergie et en efficacité si c'est une information que tu peux avoir au bout des doigts. Donc c'est pour ça que ça crée aussi le fluency illusion. T'as vraiment l'impression que tu comprends la chose et que tu la maîtrises, mais en fait, tout ça est éphémère. Comme le disait Richard Feynman, l'un des plus grands physiciens théoriciens de notre époque, "The first principle is that you must not fool yourself, and you're the easiest person to fool." Donc essentiellement, le premier principe est de ne pas se mentir à soi-même et malheureusement, on est la personne la plus facile à duper. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que souvent, on va avoir l'impression de maîtriser un certain concept, donc qu'on a vu à l'école ou bien qu'on se rappelle assez en surface, mais le moins t'en connais sur un sujet, le plus que tu penses que tu sais. Parce que le paradoxe avec l'apprentissage, c'est que plus t'en apprends sur un certain sujet, plus t'as de questions et plus tu réalises à quel point, en fait, tu connais rien.
Et ça, c'est pour ça que tu peux lire une synthèse de l'IA sur un certain sujet, le lire, sentir que tu es informé, que tu le comprends, et 2 heures plus tard, t'es pas capable de t'en rappeler. Le deuxième aspect, c'est la métacognition. Qu'est-ce que c'est? C'est ta capacité à penser sur ta pensée. Ça s'active lorsque, par exemple, tu es confronté souvent à des erreurs ou bien que tu vas aller voir ton travail, que tu trouves les failles, que tu réfléchis, que tu travailles la chose. Quand l'IA répond à ta place, ça fait en sorte que ton capteur interne de métacognition se dégrade. Parce que l'IA a été faite pour te donner des réponses fluides, cohérentes et confiantes. Et donc, ça fait en sorte que tu lis ça comme étant une vérité absolue et tu te mets à arrêter de questionner qu'est-ce que ça te donne. Mais ça fait en sorte que tu perds aussi ta capacité à toi te remettre en question et de détecter tes erreurs. Puis c'est là que l'effet Dunning-Kruger devient pertinent. Si jamais t'en as jamais entendu parler, essentiellement, c'est lorsque quelqu'un surestime sa capacité à expliquer un certain sujet et le comprendre versus qu'est-ce qu'il connaît réellement. Mais c'est justement qu'est-ce que l'IA aussi vient nous instaurer parce que l'IA te donne justement le faux sens de comprendre un sujet vraiment en détail et c'est la capacité qu'on perd avec le temps. Plus tu manques de recul sur ton propre niveau réel de compréhension, plus tu as de chances de te surestimer par rapport à un certain sujet. Et savoir ce que tu sais pas et savoir le reconnaître, c'est dans les capacités les plus importantes également lorsqu'on parle de développer ta pensée critique et ta créativité. L'intelligence ne mesure pas ce que tu sais, elle se mesure à ce que tu sais que tu ne sais pas. Les LLM, Large Language Models, ont été formés pour générer des réponses basées sur ce que des milliers d'humains considèrent comme étant bon. Le problème, c'est que ça fait en sorte que, vu que l'IA prend une moyenne statistique de toutes les opinions, toutes les réponses deviennent ultra générales et convergent toutes vers des répétitions. Donc, il n'y a plus de créativité telle qu'on est capable d'en faire en tant qu'humain lorsqu'on parle ensemble, admettons. Quand tu laisses l'IA structurer cette pensée et tes réponses, ça fait en sorte que tous les discours qu'on entend commencent à sonner comme la même chose et il n'y a plus rien qui différencie les gens. Ce qui rend une pensée originale, c'est précisément ton background, tes événements que tu as vécus, tes opinions et ta capacité de mélanger tous ces aspects-là ensemble pour créer ce qui te rend unique et toi. Et ça, c'est ce que l'intelligence artificielle pourra jamais faire et c'est crucial de ne pas laisser ça tomber. Puis là, je parle des mécanismes par rapport à l'intelligence artificielle, mais je veux dire, je ne suis pas contre utiliser l'IA. Par exemple, moi, pour ma part, ce que je fais, c'est que je vais demander des idées. Donc, par exemple, je parle beaucoup de neurosciences et psychologie, et il y a certains concepts dont je ne suis pas au courant parce que je fais des recherches, mais j'ai pas étudié là-dedans. Donc, j'allais demander à, admettons, Claude, qu'est-ce qui me manque comme information qui pourrait être pertinente. Après ça, il va me donner des idées d'éléments que je pourrais intégrer dans un podcast. À partir de là, je vais aller dans Perplexity, qui est une autre intelligence artificielle qui est plus pour les recherches. J'ai même ma liste de sujets et ça m'aide à trouver des sources que je vais ensuite pouvoir aller lire et mettre dans Obsidian, que je prends mes notes et par la suite, j'écris mon script de podcast. Donc, je pense que l'IA peut être un excellent outil pour venir t'aider à structurer ta pensée de manière point par point ou bien d'éléments que tu peux ajouter, mais l'écriture et les points de vue et les angles doivent rester les tiens. Puis souvent, le problème avec tout ça et l'intelligence artificielle, c'est que ça apparaît de façon insidieuse. Parce que tu t'en rends pas compte sur le moment et plus tu fais une certaine action, plus tu la répètes, plus ça renforce des connexions dans ton cerveau et ça fait en sorte qu'on devient quasiment addict à la facilité. Et même quand on regarde autour de nous, que tu penses à Uber Eats, Amazon, tout ce qui est instantané, les notifications sur ton téléphone que tu as, ça fait en sorte que notre cerveau devient tellement habitué à avoir des récompenses sur le vif qu'on perd cette capacité à juste être capable de faire des tâches cognitivement demandantes. Puis on assiste à l'émergence de 2 manières de penser qui se dessinent. Le premier, c'est le cerveau qui est capable de penser et le deuxième qui valide et qui exécute. Puis l'écart qui va se creuser ne va pas être en QI, mais bien en habitude de friction délibérée. La bonne nouvelle, c'est qu'en prendre conscience, c'est pouvoir le changer. Il y a spécifiquement 3 habitudes concrètes que je veux te partager aujourd'hui que tu peux intégrer à ton quotidien dès maintenant pour commencer à pratiquer la friction délibérée. La dopamine joue un rôle absolument crucial dans ta capacité à accomplir des tâches et à apprendre de nouvelles choses. Ce qui se passe en fait, c'est que comme j'ai mentionné tantôt, vu qu'on vit dans un monde qui est extrêmement instantané, ton cerveau apprend qu'il y a moins besoin de produire de la dopamine parce que tu en as en continu. Par exemple, que ce soit par une notification de tes réseaux sociaux, de juste avoir le pouvoir de commander au bout des doigts, ou encore avoir toujours ce petit thrill lorsque tu regardes des vidéos sur TikTok ou Instagram et que ton cerveau se demande toujours qu'est-ce qu'il va avoir par la suite. Ça fait en sorte que lorsque, par exemple, tu essaies de te concentrer sur lire un livre ou bien demander une tâche qui est plus cognitivement demandante, ton cerveau a beaucoup plus de difficultés à la commencer ou à apprendre quoi que ce soit parce que ton niveau de dopamine est plus bas que ce qui serait naturellement. Puis une manière facile de développer ta concentration et de regagner en créativité, c'est d'avoir des passe-temps qui n'offrent pas de gratification immédiate et qui t'aident à pratiquer la friction délibérée.
Donc, par exemple, ça peut être de lire un livre, de dessiner, de peinturer, de faire de la poterie, d'écrire des scripts, de faire des recherches, puis tout ce qui va te permettre, en fait, de mettre un effort et de ne pas avoir le fruit de tes récompenses tout de suite, c'est ce qu'on cherche à faire. Puis notamment, je le disais aussi, mais méditer ou t'ennuyer, ça peut être un excellent moyen de pratiquer ça. J'ai fait un épisode de podcast complet à ce sujet si jamais tu vas aller l'écouter. C'est pourquoi est-ce que t'ennuyer est la chose la plus pertinente que tu pourrais faire. Le but, c'est de commencer à désensibiliser ton cerveau à la gratification vide et de commencer à pratiquer la friction délibérée consciemment. Maintenant, je viens de le mentionner il y a quelques instants, mais mon deuxième conseil, c'est de pratiquer la recherche comme passe-temps. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'on a perdu notre capacité d'apprendre parce que tout est tellement instantané, t'as les réponses au bout des doigts, qu'on a oublié comment apprendre pour de vrai. Je vais probablement faire un épisode complet à ce sujet parce que j'adore faire de la recherche dans la vie, puis c'est comme ça que je monte mes épisodes, c'est comme ça que je passe ma vie, je lis des livres, des articles. Dès qu'il y a un sujet que je pense qui pourrait être intéressant, j'essaie de voir comment est-ce que je pourrais en faire un sujet de podcast ou bien comment est-ce que je pourrais l'apprendre concrètement et qu'est-ce que ça va servir dans ma vie. Mais essentiellement, la raison pour laquelle apprendre c'est autant important, c'est que je suis certaine que tu as déjà entendu que ton cerveau arrête de se développer après 25 ans parce que ton cortex préfrontal a atteint sa maturité, blablabla. Mais en tant que tel, ton cerveau arrête pas de changer à 25 ans. C'est juste que oui, effectivement, c'est plus difficile de créer de nouvelles connexions dans ton cerveau, mais c'est encore possible. Ça suit le principe de Hebb qui dit notamment que neurons that fire together wire together. Donc, les neurones qui s'activent ensemble connectent ensemble. Lorsque ton cerveau fait des nouvelles connexions, plus tu le répètes et que tu le renforces, ça devient de plus en plus facile de te le ramener à l'esprit et de pouvoir l'exécuter. T'apprends ton cerveau à développer de nouvelles compétences et de garder ton acuité cognitive en le gardant jeune, actif et en forme. Oui, on parle littéralement d'un cerveau comme si c'était quelqu'un, mais c'est exactement ce qui se passe. Puis par apprendre, je veux pas juste que tu lises des articles, je veux pas juste que tu ailles chercher des informations pour ensuite rien en faire parce que c'est dans ces moments-là que t'apprends rien. Je veux que tu fasses soit un essai, que tu développes un projet, que tu dises que tu vas aller le partager avec tes amis, vous faites un PowerPoint night de 15 minutes sur des sujets qui vous intéressent. Parce que c'est le mettre en action et le mettre en mots et en compétences et en projets qui fait en sorte que tu vas t'en souvenir. Fais tes recherches comme passe-temps et trouve-toi quelque chose de concret pour en créer un projet final. Et mon troisième point, c'est de parler à des vraies personnes en personne. Ça, c'est quelque chose que l'IA ne pourra jamais remplacer en termes de capacité. C'est que nos liens humains qu'on entretient dans nos relations interpersonnelles et notre capacité à échanger avec des gens, à écouter leur point de vue, à voir leur ton, leurs expressions faciales, tout ce qui est non dit, ça fait en sorte que ça enrichit tellement les dialogues et ça fait en sorte qu'on est capable de processer cognitivement tellement plus de choses que juste en parlant avec une machine. Les interactions en vrai, ça te force à nuancer, à réagir, à improviser, à écouter, à comprendre, te mettre à la place de l'autre et co-créer des idées et des solutions en un temps record, ce qui contribue énormément à notre créativité et notre capacité à penser en arborescence et de manière unique. Puis, certaines recherches ont aussi démontré que le face-à-face favorise l'innovation et l'apprentissage parce que tu fais pas juste interpréter une solution qu'on te donne. T'écoutes l'autre, t'entends ses opinions, tu vois qu'est-ce qu'il te donne et par la suite tu réajustes ta pensée pour s'aligner à la sienne ou bien la contredire et c'est ça qui fait des échanges extrêmement riches et qui nous permet d'évoluer. Dans 10 ans, la compétence la plus rare ne sera pas comment utiliser les bons outils, mais bien qui est encore capable de penser sans eux. Si tu choisis pas délibérément sur quoi tu mets ton attention, quelqu'un d'autre va choisir pour toi. Cultiver ta pensée critique, laisser aller ta créativité et pratiquer la friction cognitive délibérée, c'est ce qui va faire une réelle différence sur le long terme entre celles qui ont du succès et celles qui seront laissées en arrière. La question que je te pose cette semaine, c'est quelle habitude pourrais-tu intégrer à ton quotidien afin de pratiquer la friction délibérée plus souvent? Si jamais tu as appris quelque chose ou que tu penses que quelqu'un pourra en bénéficier, n'hésite pas à partager l'épisode et à t'abonner parce que ça prend 30 secondes et ça me permet de t'amener d'autres conversations comme celle-ci. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!